Gabriel, ça ne fonctionne pas. Alors, on va régler quelques soucis techniques et puis on va évidemment vous accueillir parce qu'on est très heureux que vous soyez là. Vous êtes déjà plusieurs centaines à nous avoir rejoints. On est très heureux et c'est le démarrage officiel de ce webinaire qui s'appelle la découverte client. Est-ce vraiment utile? Titre un peu ironique, cher Christophe. En tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode d'expertise métier sur la découverte client. Alors, pourquoi d'abord ce webinaire? D'abord, en un, vous nous l'avez demandé. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des questionnaires, quand on fait le mandat exclusif, le closing, les traitements d'objections, il y avait la découverte qui est venue, qui est évidemment une étape très importante, surtout après le webinaire sur le closing qu'on a fait juste avant. Donc, pourquoi on fait ça? Sur ce marché tendu, avec l'arrivée du printemps, là, sur lequel il n'y a pas eu encore en tout cas ce sursaut et ce hausse de transactions, plutôt même le contraire. On sait très bien que sur 1,2 million, on était sur des années records et qu'on va plutôt atterrir autour du million de transactions. Donc, des vendeurs avec, en tout cas, peu de stock présent, en tout cas, c'est ce que vous nous dites, et puis des acheteurs finalement assez indécis. Tout ça nous amène à se dire comment se différencier, comment prendre plus de parts de marché, comment faire la différence, comment conclure davantage, optimiser son temps, être plus efficace et se servir de ce contexte de marché aujourd'hui comme une opportunité en réalité. Donc ça, c'était le pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui. Quand on dit maintenant avec qui, avec qui, bien évidemment, on a la chance d'avoir Christophe Laurent pour lequel vous êtes venu, expert en transactions immobilières, ex-coach d'agence et responsable métier vente et maintenant formateur indépendant. Bonjour Christophe. Bonjour. Je ne te demande pas si la technique est en place, si tu es bien avec nous. Alors, je vais quand même demander, est-ce que vous m'entendez bien? Eh bien, on va voir avec oui, les gens ont l'air de répondre que le son passe bien, l'image passe bien, donc magnifique. Formidable. Donc, en tout cas, oui, tu es bien là, Christophe, avec nous. Je ne peux pas dire le contraire puisque, en fait, tu es à 50 cm de moi à peu près. Donc, du coup, oui, tu es bien présent. Et puis, bien sûr, ce webinaire aujourd'hui vous êtes présenté par l'animation commerciale de Meilleurs Agents et Se Loger. Alors, nous sommes, en réalité, vous le voyez, que le groupe Se Loger, Logiquimo, Meilleurs Agents font partie aujourd'hui d'un groupe européen qui s'appelle Aviv Group, spécialisé en fait dans l'immobilier digital et l'expertise data. Et vous avez finalement sur ces trois portails-là, les portails 100% leader sur les acheteurs et le portail 100% leader sur les vendeurs. En d'autres termes, ce qu'on veut être aujourd'hui, c'est certainement la plateforme qui connecte le bon bien avec le bon professionnel à la bonne personne et au bon moment. Avec aujourd'hui des gens qui consultent 2,6 sites en tant que vendeurs ou acheteurs avant de se lancer dans un projet immobilier. 3 vendeurs sur 4 vont sur nos sites aujourd'hui. Ça représente 22 millions de visiteurs uniques qui viennent sur nos plateformes. Vous connaissiez Meilleurs Agents avec ce 2,4 millions de visiteurs uniques site vendeurs et leader évidemment sur le portail vendeur. Et puis avec ce regroupement sous Aviv Group, c'est plus de 2,4 millions de visiteurs uniques sur lequel votre vitrine digitale s'expose, mais 22 millions de visiteurs uniques. Je vous rappelle rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, que notre objectif est toujours le même. Je viens de le dire d'ailleurs, c'est sur le vendeur et l'acheteur, d'ailleurs, lui donner les bonnes informations, estimer son bien, sélectionner les bons professionnels pour signer, on l'espère, un mandat exclusif. Et puis vous venez chercher de la développer en tout cas votre visibilité sur Internet, cibler votre prospection. Et puis, par rapport à vos besoins et là où vous en êtes, acheter des services chez nous qui sont soit rendez-vous vendeur qualifié, soit des outils d'estimation ou des rapports d'évaluation. Et puis notre gamme, pourquoi j'en parle rapidement avant que Christophe mette pas du concept, mais un peu il manque un mot, Christophe, un peu de contexte. Non, de contexte, piment, ça aurait pu. Mais avant de mettre un peu de contexte sur pourquoi cette découverte et de rentrer dans le vif du sujet, on a un certain nombre d'outils, nous, aujourd'hui, qui permettent d'avoir des éléments et de préparer votre découverte. Bien évidemment, quand vous êtes en amont sur nos vitrines digitales et que le client, ça fait 6 ou 8 mois qu'il est en train de regarder et de vous observer, on a des éléments qu'on va vous en renvoyer qui vous permettent évidemment d'améliorer vos découvertes. Idem pour des outils de reciblage, on va voir, ou de retargeting ou de pub. Idem sur notre outil de carte de prospection, on vous donne en amont tout ce qu'a fait le client quand il vient faire l'estimation et on va vous le livrer. Idem sur l'ensemble de nos produits que vous connaissez par cœur. On a voulu que ce webinaire soit interactif. Interactif, ça veut dire qu'il y a un outil qui s'appelle Slido sur lequel vous allez pouvoir nous poser des questions, sur lesquelles on va pouvoir vous poser des questions et regarder au fur et à mesure de l'intervention de Christophe
si il y a des questions, s'il y a des interrogations, s'il y a des suggestions. Donc cet outil s'appelle Slido et il suffit de scanner le QR code qui est à l'écran là, ou alors d'aller directement sur slido.com et d'entrer le code suivant, découverte. Je vous laisse quelques secondes pour scanner ce QR code ou aller directement sur slido.com au choix. Peut-être que slider le QR code est plus simple, où vous aurez à entrer votre prénom et votre nom. Vous aurez à répondre au sondage et au quiz si vous en avez envie, mais on vous encourage à ça parce que ça nous donne un peu de retour sur ce que vous entendez et ce qu'on va vous proposer. Et puis, vous pourrez poser vos questions. Donc, je laisse encore un peu de temps parce que souvent, avec l'expérience maintenant, ça prend toujours un peu de temps et du coup, après, vous ne pourrez pas communiquer, on ne pourra pas échanger, ça sera un peu dommage. Donc, on va dire que, allez, c'est prêt. On va faire un essai pour voir si vous êtes bien connecté sur Slido. Donc, l'essai est le suivant. On va vous poser une question qui est « Quelle est votre humeur aujourd'hui ?» Et à partir de là, on vous laisse évidemment répondre et on va voir en fonction des réponses si tout le monde est bien connecté et arrive à bien communiquer avec cet outil, puisqu'après, on va poser des questions plus sérieuses, mais pas que. Et puis, il y a des questions, il y aura peut-être des sondages avec des trucs à gagner. Donc, ça vaut le coup d'être sur slido.com. Alors, j'ai des petits emojis qui arrivent, donc c'est pas mal. Plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. N'hésitez pas au fur et à mesure, là, ceux qui viennent de se connecter, parce que je vois que ça monte, là, on est plusieurs centaines là maintenant. Rejoindre sur slido.com la découverte. On est encore trop peu sur l'outil de sondage. Soleil, génial, content, joyeux, jovial, soleil, ok, ça fonctionne. Donc, au fur et à mesure, je le rappellerai peut-être s'il y en a qui arrivent en cours ou qui n'ont pas eu le temps de se remettre vraiment sur slido.com. Et puis, évidemment, alors là, j'ai un, voilà, évidemment, puisque l'intervenant est Christophe Laurent, je pourrais même lui demander qu'est-ce que ça t'évoque, Christophe, aujourd'hui, tous ces, il y en a qui font leur pub en même temps. Qu'est-ce que ça t'évoque, toutes ces humeurs, Christophe? Et puis, alors, c'est bon signe, c'est-à-dire que vous êtes plutôt, tout ça a l'air très très positif et très enjoué. Donc, on va être obligé de mettre un petit peu d'inquiétude là-dedans pour essayer de progresser. Néanmoins, je suis content de voir que on a quand même du massacrante, donc une mauvaise journée pour certains, mais globalement de bonnes vibes pour aujourd'hui. Alors, je vais me présenter. Moi, j'ai une grande carrière dans l'immobilier, plusieurs dizaines d'années. J'ai commencé dans les années 90 comme négociateur, et puis dans un petit réseau départemental qui est devenu national ensuite. Ensuite, j'ai fait du coaching, j'ai fait de l'animation de réseau au sein de ce réseau pendant quelques années. Et puis après une quinzaine d'années, j'ai été responsable métier où je m'occupais de faire évoluer les méthodes commerciales et les outils. Et puis surtout, un gros de mon travail, ça a été de digitaliser toute la manière de faire ce métier-là, puisqu'en 10-15 ans, il y a eu une progression phénoménale. Il y a eu Internet, le mobile, et maintenant tout ce qu'on sait, et les services que vend Meilleur Agent notamment. Le métier a beaucoup changé avec des outils totalement différents. Donc j'ai vu ce métier évoluer, et puis j'ai vu aussi quelques changements, mais quelques éléments qui restent assez standards. Et là, comme le disait Alain, alors, diapo suivante, maestro, le marché est en train de s'agir un petit peu. Il risque peut-être de se tendre. On ne le souhaite pas, mais ça peut très bien arriver avec des taux de crédit qui augmentent, etc. Et puis peut-être que vous allez rencontrer, ou vous rencontrez déjà, des problématiques que vous n'aviez pas avant, avec plus de gens qui résistent, plus de difficultés à convaincre, des vendeurs qui vous disent non, je ne veux pas d'autres mandats exclusifs, ou des acheteurs qui disent ce bien ne m'intéresse pas, plus que d'habitude. Et vous n'arrivez pas forcément à trouver les solutions parce que vous avez surfé pendant quelques années sur un marché qui était plus simple, en particulier pour les acheteurs. Il risque de devenir plus difficile et vous allez peut-être vous retrouver dans cette situation de vous dire mais pourquoi je n'arrive pas à convaincre. En fait, il y a plusieurs types de réponses. Il y a des éléments extérieurs, on parle du marché, ça peut être local ou national, et puis il y a des éléments intérieurs qui sont liés à votre organisation, à votre manière de travailler. Alors, je crois d'ailleurs que vous avez déjà fait des choses là-dessus, Alain. Oui, alors en fait, bien sûr, c'est bien de faire le point et de regarder notamment ce cercle d'influence qu'on met en avant à chaque fois, en disant attention, dans tout ce qui est en train de changer ou pas changer,
j'ai des préoccupations, j'ai des choses que je peux contrôler, j'ai des choses sur lesquelles j'ai la main, j'ai des choses sur lesquelles j'ai pas la main. Donc, il est important de se le dire en disant attention sur mes préoccupations qui peuvent venir polluer mon activité, sur ce que je ne peux pas contrôler, eh ben, je vais le mettre d'un côté et je vais pas me faire polluer par ça. Quand on va me parler d'inflation, de hausse des taux, de décisions politiques, de météo, de marché, de DPE opposable ou de crises diverses et variées, eh ben, j'ai pas la main là-dessus. Donc, j'évacue ça et puis je me concentre sur ce que je peux contrôler, les liens avec mes clients, améliorer mes découvertes acheteurs-vendeurs, mes actions, mes motivations, comment je me forme, les efforts que je mets en place, est-ce que je fais les bons choix. En tout cas, il y a des choses qui sont visibles et il y a des choses qui sont invisibles, Christophe. Alors, exactement. On va se concentrer sur un point particulier, mais pour revenir sur la difficulté à convaincre, moi je fais appel à mon passé. La première conclusion qu'on fait quand on a des problèmes, c'est qu'on se dit bah, j'arrive pas à closer. Si je ne peux pas signer, c'est que je n'arrive pas à closer. Alors, je sais que vous avez déjà fait un webinaire précédent sur la conclusion. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des problèmes de conclusion, mais c'est souvent pas exclusivement le cas. Si j'arrive pas à conclure, c'est souvent la partie immergée de l'iceberg. Auparavant, est-ce que j'ai pas eu un problème à faire sauter un frein, à ne pas traiter une objection? Est-ce que ma proposition commerciale était suffisamment adaptée au client et pertinente? Est-ce que j'avais réussi à installer un climat de confiance et que j'avais mis le client dans une démarche de signer avec moi? Est-ce qu'il n'y avait pas eu un mauvais départ, quelque chose qui a une friction avec le client, qui a fait que bah, je ne me suis pas mis dans la poche tout de suite et ça rend les choses plus difficiles? Et puis, dans mon attitude générale, est-ce que je suis quelqu'un qu'on a envie de suivre? Est-ce que je suis suffisamment enthousiaste? Alors, vu les humeurs d'aujourd'hui, ça va être votre cas. Mais est-ce que ça suffit pour convaincre? Évidemment, malheureusement, le savoir-être est très important dans notre métier, mais ça ne suffit pas. Et moi, pour avoir longtemps coaché des agences, dans ma carrière précédente, quand j'ai commencé, j'entendais souvent, j'arrivais voir le manager, il me disait, il faut qu'on travaille la conclusion, on n'arrive pas à conclure, on a sorti des acheteurs, on n'a pas fait de vente, on n'a pas rentré assez de mandats, on a eu 10 rendez-vous estimation, et puis on a peu de retours, pas assez de mandats, pas assez d'exclusivité. Le problème, il est souvent multiple. Et quand j'ai commencé, bah, j'ai fait ce qu'on m'a demandé bêtement. OK, on travaille la conclusion. Et puis on discute avec les négos. Et là, j'ai fait bah, ce qu'il faut faire quand on réfléchit, c'est-à-dire de ne pas répondre bêtement à la demande, mais analyser quelle est cette demande. Et en discutant avec les négos, ils avaient des problèmes de conclusion, mais ils avaient un problème à la phase d'avant, puis peut-être avec celle d'avant, et souvent celle d'avant. Et souvent, le mal était à la racine. Et le diagnostic, cette découverte de leurs problèmes que j'ai fait me permettait d'avoir fait le diagnostic que c'était souvent à la racine et c'était souvent au début sur les premières phases de synchronisation avec le client et de faire sa connaissance, entre guillemets, que le problème se posait. Merci pour cette mise en bouche. Mais de rien. Ce contexte, en tout cas, c'était important de mettre du contexte. Bien sûr qu'on a un sommaire, hein, mais il était important de dire d'où on parle d'abord, ensuite de mettre du contexte. Christophe se présente, c'est très important de savoir d'où, encore une fois, les gens parlent. Et moi, j'ai envie de te poser une première question qui est dans le vif du sujet, Christophe. C'est d'abord dans le sommaire, on va voir, hein, il y a la découverte, à quoi ça sert. On verra en deuxième les exemples et erreurs à éviter, des choses très concrètes. Peut-être qu'on ne vous laissera pas tomber et on mettra des solutions et techniques en place. On se rappellera quand faire ça ou ces découvertes et on conclura et vous serez libre évidemment d'échanger, de remonter le nombre de questions que vous souhaitez. On tentera d'y répondre tout à l'heure. Donc, la découverte, à quoi ça sert? C'est une question que je te pose, Christophe. Une excellente question. Si tu as des réponses, c'est bien. Eh bien, la réponse, ne partez pas tout de suite. Ce n'est pas une erreur technique. On ne va pas voir la recette du buff mode aujourd'hui, mais je vais vous inviter à imaginer que votre client est un oignon. Alors, comme ça paraît saugrenu. Alors, c'est dans le but de vous faire réagir, évidemment. Mais grosso modo, quand on voit un oignon, bah, il y a une couche extérieure, c'est tout ce qu'on voit, on ne sait pas bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va dire qu'un client, c'est un peu pareil. C'est seulement si on l'épluche, si on enlève la peau, qu'on le coupe en tranches, on peut s'apercevoir qu'il y a plein de couches à l'intérieur différentes pour aller jusqu'au cœur. Et à l'intérieur se cache tout le reste de ce qu'on ne peut pas voir à l'extérieur, c'est-à-dire sa personnalité profonde, son histoire, ses aspirations premières. Et donc, je ne vous invite pas à éplucher vos clients ou à les découper en rondelles, c'est interdit, c'est mal, c'est du pénal, c'est pas bon pour le business.
Mais je vous invite peut-être à considérer le projet du client comme quelque chose qui a plusieurs couches, tel un oignon. Alors, j'appelle ça, pour synthétiser les 3 P du client, il y a une couche extérieure, une série de couches extérieures qu'on synthétise en une grosse couche. Le premier P qui va être son profil. Donc avec une couche qui sont ses coordonnées, celle-là on l'aperçoit très vite à l'extérieur, c'est des choses qu'on obtient assez simplement avec un client. Et puis ensuite on a sa personnalité, la manière dont il se comporte, les mots qu'il utilise, la manière dont il est habillé, la voiture qu'il a, que sais-je, tout ce qui peut démontrer quelle est sa manière d'agir, de se comporter et de consommer et d'acheter. Et puis également tout ce qui concerne son environnement personnel et professionnel, le métier qu'il fait, l'endroit où il travaille, la composition de sa famille, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il est en couple, est-ce qu'il y a ses parents qui vivent avec lui. Tout ça sont des éléments extrêmement importants dans son profil parce qu'ils vont jouer sur ce qu'il a décidé de faire dans son projet immobilier. La deuxième série de couches, le deuxième P, c'est son parcours immobilier. Là, il faut creuser un petit peu, même si le client peut se livrer ponctuellement sur quelques éléments. Il va falloir comprendre, savoir connaître les biens qu'il possède actuellement, parce qu'il est propriétaire de son habitation principale, de résidence secondaire, etc. Quelles sont les transactions précédentes qu'il a déjà effectuées. Ça, c'est important de savoir s'il a déjà vendu, acheté, combien de fois, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a utilisé comme moyen, qu'est-ce qu'il a utilisé comme méthode pour trouver un acheteur ou pour trouver le bien qu'il a acheté. Et puis, plus récemment, sur le projet actuel pour lequel vous le rencontrez, quelle démarche il a accompli jusque-là, où est-ce qu'il en est dans ce projet. En l'occurrence, est-ce qu'il a fait appel à des mandataires, est-ce qu'il a fait appel à des agences traditionnelles, à des agences sur le web, aux particuliers, que sais-je, et surtout, ce qu'il en pense de tout ça. Après l'expérience qu'il a eue, le parcours qu'il a traversé, quelle est son opinion sur tous ces moyens, et quelle est son opinion sur potentiellement ce que vous pouvez lui proposer et lui amener comme service. Et puis au cœur, le dernier P, c'est son projet, évidemment. C'est le noyau central de sa problématique. Donc ça, il y a une couche sur ce qu'il veut faire précisément et pourquoi il veut vendre, mais pourquoi il veut acheter, pourquoi. Ces contraintes, il y a forcément des contraintes qui l'obligent à respecter certains cadres. Les contraintes de temps, il ne peut pas acheter avant telle date, il doit vendre absolument avant telle date. Des contraintes de budget, évidemment, il doit vendre ce prix-là où il a besoin de ne pas dépasser tel budget. Est-ce qu'il y a une autre transaction qui est liée? Il y a souvent vente et achat qui sont intimement liés. Et là encore, pourquoi? Pourquoi cette contrainte? Il faut l'identifier précisément. Ensuite, les enjeux extrêmement importants. Tout ça, c'est bien, mais est-ce qu'il y a une conséquence à réaliser ou à ne pas réaliser ce projet? Quelles conséquences ça a pour sa vie personnelle? Est-ce que c'est pas très grave ou est-ce que c'est catastrophique pour lui de pas réaliser ce projet? C'est extrêmement important dans sa manière de décider de signer aujourd'hui ou pas. Et puis globalement, ce qu'il veut, ce qu'il aime, et encore une fois, pourquoi. On voit à chaque fois pourquoi. L'essentiel est de connaître véritablement les fondations du projet, sur quoi ça s'appuie véritablement tout au fond, et pas connaître son projet en superficie avec les quelques éléments qu'il voudra bien nous donner au fur et à mesure d'une courte conversation. Donc là, ce qu'on voit là, c'est utiliser des informations pour pouvoir vendre. Grosso modo, c'est exactement ce qui se passe sur le web. Les cookies, c'est exactement à ça que ça sert. C'est-à-dire, je vais me connecter sur un site, je vais laisser des traces, ils vont savoir où j'ai été, ce que j'ai consulté. Et lorsque je retourne sur Amazon 2 jours après, quand j'ai regardé des casques de vélo, comme par hasard, il va me proposer des casques de vélo, puis en dessous, il va me proposer des vélos, de l'éclairage pour vélo, du cross-selling, qui correspond, comme par hasard, à ce qui m'intéresse, à ma préoccupation du moment. Et puis, il y a le retargeting aussi, où je vais aller là sur le site de GoSport, qui n'a rien à voir avec Amazon, où je vais aller même sur le site de l'Express, et je vais avoir là des publicités pour les casques de vélo. Donc ça, c'est encore plus redoutable, c'est qu'Amazon va me traquer. Et ça, c'est quelque chose que propose d'ailleurs Meilleur Agent, si je ne m'abuse. Oui, on a la dernière solution en tout cas qu'on a, qui s'appelle Ad Manager, est totalement dans ce que tu viens d'expliquer. Ça veut dire que le porteur de projet vient voir notre site, par exemple, pour faire une estimation. Mais ça peut être la même chose chez les acheteurs, chez Se Loger. Et puis, évidemment, on va au-delà de l'estimation maintenant, quand il va aller en effet voir Libération, l'Express, les Échos, Marie-France ou Paris Match, on va le retrouver. On va afficher en tout cas votre bannière, votre vitrine agence en fonction de l'estimation qu'il a faite. Donc, en effet, on est tout à fait, nous, dans cette démarche-là.
où on va aller au-delà de l'estimation, suivre notre client et même regarder le degré de maturité avant de le retargeter ou de le recibler en français. On va regarder s'il est vraiment porteur de projet. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on va lui proposer votre vitrine digitale et vos services, même quand il est sur Libération, sur l'équipe ou sur Eurosport. Merci Christophe. De rien. Donc, on voit l'importance d'avoir des informations pour proposer aux clients ce qu'il aime et ce qu'il attend. Maintenant, il y a d'autres avantages à faire. Ah oui, la découverte, la petite animation qui montre que la découverte vous permet de traverser toutes ces couches pour atteindre le cœur du problème. Est-ce qu'il y a un danger ou des avantages à faire une découverte, Christophe? Oui, alors les avantages justement, outre avoir des informations pour bien vendre, le premier avantage, et ça c'est non négligeable, c'est que j'ai passé du temps avec lui, je l'ai écouté, je lui ai posé des questions, je me suis intéressé à lui et je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un lien avec le client parce que quelqu'un qui l'écoute, qui s'intéresse à lui, qui écoute les réponses aux questions qu'il pose, c'est tellement rare chez les négociateurs et c'est tellement rare en général qu'on trouve ça très plaisant. Donc, je suis quelqu'un plutôt de sympathique, d'agréable et je plais au client. Donc, je marque des points émotionnels. Le deuxième avantage, c'est que comme j'ai des informations extrêmement claires sur son projet, j'ai montré que j'avais de la considération pour lui et pour son projet et je suis capable, puisque j'ai réuni ces informations, de véritablement les prendre en considération dans la suite du rendez-vous commercial, notamment en personnalisant la proposition que je vais avoir à lui faire. Je vais faire en sorte que je lui propose à lui d'une manière exclusivement adaptée par rapport à ce que je sais de lui, de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas. Et puis, évidemment, en connaissant précisément sa vie, son œuvre, etc., on l'a vu tout à l'heure, je sais qui il a rencontré, je sais qu'il n'aime pas les agents immobiliers, mais qu'il aime, il aime le particulier. Je sais quelles sont ses contraintes, je sais quel est son budget. Tout ça me permet d'avoir une visibilité sur sa maturité, et d'évaluer beaucoup mieux les chances de conclure avec lui. Je sais exactement s'il n'a pas les moyens, qu'il ne peut pas acheter maintenant, c'est peut-être pas la peine de le sortir. Alors, ce que je vous dis est une évidence, mais c'est dans cet ordre d'importance-là qu'il faut jauger la capacité du client à signer maintenant ou pas. Et ce qui va me permettre de gérer mon client sur la durée ou alors de connaître l'urgence et d'être capable d'appuyer sur ce levier vis-à-vis de lui parce que c'est le cas. Est-ce que tu permets une remarque, Christophe? Ouais. Est-ce que là, quand par exemple tu parles des acheteurs, on pourrait parler des vendeurs aussi, est-ce qu'on pourrait retrouver chez les agences en home office ou les agences immobilières ou l'ensemble des professionnels de l'immobilier une classification qui avait été un peu perdue d'ailleurs, notamment sur les acquéreurs, où sur certains, selon la maturité des projets, on classait ça en A, en B ou en C, chez d'autres en I, en M ou en L parce que immédiat, moyen terme, long terme. En chaud, froid, tiède. Ou chaud, froid, tiède, mais c'est bien de ça dont tu parles. Exactement. Okay. Exactement. Et ça, si on n'a pas fait une découverte approfondie, on va le faire un peu au jugé en disant oh, bon, lui, il doit être pressé parce qu'il m'a dit qu'il était pressé. Mais en réalité, quelles sont ses contraintes de temps? Si je n'ai pas creusé pour les connaître profondément, je vais évaluer une maturité qui est vraisemblablement erronée. Et dans le digital, nous, chez Meilleurs Agents où se loger, là où l'évaluation de la maturité, elle se fait par la fréquence sur laquelle quelqu'un vient faire une estimation ou vient regarder un bien à l'achat. Et à partir de ça, nous, on va évaluer cette maturité et en fonction de ça, envoyer un certain nombre d'informations ou vers vous ou vers le prospect en fonction de sa maturité. Donc, on voit bien le physique et le digital là qui se complètent parfaitement. Et puis, dernier point qu'on oublie souvent, puisque, encore une fois, ça a été une discussion de 10, 15, 20 minutes avec mon client pour avoir bien évoqué toute sa vie, son œuvre et son parcours immobilier. Dans son parcours immobilier, j'ai énormément d'informations. Un, sur ma concurrence. Je vais savoir ce que lui ont proposé mes concurrents, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils ont comme service à leur disposition, que je n'aurais pas ou pas mis en place correctement. Et je vois qu'au bout de 10 clients, ils m'en parlent tous. Peut-être qu'il faudrait que je le mette en place ou que je l'utilise un petit peu plus. Et puis, sur mon marché, si vous questionnez les acquéreurs sur ce qu'ils ont visité pour savoir ce qu'ils en pensent, vous saurez aussi ceux qu'ils ont visité, où ça se trouve. Et en discutant avec un client qui va me dire j'ai visité un 3 pièces, rue de la Poste, au 2e étage, plein sud, ça me donne une idée assez précise de l'endroit où je vais les prospecter demain, parce que c'est un mandat que j'ai pas, c'est un appartement que j'ai pas et qui m'intéresse énormément. Donc là, vous avez des informations énormes que va vous distiller le client, sans même s'en rendre compte, puisqu'il lui parle de son projet, mais il vous donne aussi des informations que vous pouvez utiliser ailleurs.
Donc, on voit qu'il y a des avantages à faire une découverte. Est-ce qu'il y a une sanction? Est-ce que si je ne fais pas bien une découverte, quels sont les, comment on pourrait dire, les risques? Évidemment, évidemment. Je m'attendais à cette question, Alain. Oui, alors, il y a forcément un risque parce que si on n'a pas fait ce travail-là, à l'inverse, on va avoir un manque de proximité avec le client. C'est-à-dire que le client ne perçoit pas vraiment que je suis intéressé par son projet. Mon implication, il ne va pas la sentir. Donc, je ne suis pas le meilleur conseiller immobilier que les autres. Moi, je ne le comprends pas non plus beaucoup parce que je ne comprends pas comment il réagit, je ne comprends pas comment il se comporte. Il ne m'écoute pas, je ne l'écoute pas, on ne se comprend pas. Donc, ce n'est pas un très bon démarrage avec un client pour une activité commerciale. Ce que ça entraîne, c'est une perte de temps et d'énergie parce qu'on voit que si on ne sait pas bien qui on est en face, on va argumenter beaucoup, on va avoir beaucoup d'objections à traiter parce qu'on est un peu à côté de la plaque. On va lutter pour conclure, c'est ce qu'on a évoqué au début. Hein. J'arrive pas à conclure, évidemment, c'est très difficile. Et puis qu'est-ce qui va se passer derrière? Je vais avoir donc pas beaucoup d'efficacité. Je vais avoir peu de résultats psychologiquement, je n'y arrive pas, donc ça me mine forcément un peu, même si je suis quelqu'un qui a un gros mental, ça m'entame ce mental. Et puis en termes financiers, forcément, si je fais moins de business, j'ai moins de rémunération. C'est pas non plus quelque chose qui m'enchante. Et au bout du compte, ça entraîne une baisse de motivation inévitablement. Je me retrouve fatigué parce que j'ai beaucoup travaillé avec peu de résultats, donc c'est d'autant plus fatigant psychologiquement. Et puis je doute, je me pose des questions, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, j'ai deux solutions, c'est l'extérieur, c'est le marché, c'est la météo, c'est les voisins, c'est je ne sais pas quoi. Je vais accuser tout le monde, notamment les clients. Mes clients, c'est des cons. On arrive assez facilement dans cette démarche-là quand on a une baisse de régime et de résultats. C'est les clients, c'est des cons. Et le prochain client qui rentre, on se dit encore un con. Et en fait, il faut pas oublier que si on pense que les clients sont des cons, vraisemblablement, on est le con du client également. C'est souvent un problème de méconnaissance, de mauvaise communication qui fait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est à moi d'apprendre à être sur la même longueur d'onde qu'eux et à me synchroniser avec eux pour pouvoir commencer à entamer du business et un rendez-vous commercial. Écoute, c'est passionnant. Avant de se jeter peut-être dans des exemples concrets, maintenant qu'on a mis du contexte, qu'on a remis un certain nombre d'éléments, peut-être arriver sur quelques éléments concrets illustrant votre métier de tous les jours. Moi, vraiment, ça m'évoque à chaque fois cette histoire de découverte là, où on va parler d'agent immobilier 2.0, on va parler de plein de choses. Et en fait, on s'aperçoit que la base à chaque fois, c'est pour ça qu'on a appelé ça back to basic ou retour aux fondamentaux, elle est vraiment dans ces éléments de découverte. Et même si on parle, et certains ont beaucoup de clics sur des sujets comme la métaverse, la blockchain, etc. Quoi qu'il arrive, même si l'outil différera un jour, l'essentiel et ce que veut vraiment votre client en réalité, c'est un être humain authentique qui l'écoute vraiment, qui l'aide à accoucher de ses propres questionnements et vraiment l'aider au-delà de, bien sûr, je dois maîtriser le digital, bien sûr, je dois être formé. Mais cette histoire de questionnement-là, on s'aperçoit que c'est peut-être certainement l'étape la plus importante avec un vendeur ou avec un acheteur, avec un client au sens large du terme. Même si au départ, peut-être que le sujet comme ça paraît basique pour certains ou pas très sexy, en réalité, tout est dans ces éléments de découverte. Toute votre offre et votre conclusion derrière va découler de ça. Peut-être qu'on peut regarder un ou deux exemples ou erreurs à éviter, peut-être. Moi, je suis là-dessus. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ça, Christophe? Oui, génial. Tout à fait. On a prévu un petit jeu. Alors là, c'est là que vous pouvez utiliser Slido sur lequel vous vous êtes connecté tout à l'heure. Oui. On va faire un jeu des erreurs de découverte. Donc, on va poser le scénario. Donc, j'ai rencontré, il y a un client, Alain L, qui cherche un appartement dans le secteur. Et le même jour, il va rencontrer 3 conseillers et répondre à leurs questions. Ils vont faire chacun leur travail de découverte. Et voilà le résultat qu'on a au bout de chaque découverte. Donc, il a rencontré d'abord… Prenez des notes parce qu'on va juste après vous poser des questions. Il y a un petit jeu. Donc, prenez des notes. Réfléchissez bien aux erreurs que vous allez reconnaître. Voilà. Parce qu'après, on va vous demander de les trouver et de nous les manifester par Slido. Et c'est parti. Donc, d'abord, il a rencontré Karine Flou, notre client Alain. Et Karine a noté qu'il cherchait un appartement T3 de 60 mètres carrés, qui est proche de la gare, avec un grand séjour, bien exposé, et puis une chambre assez grande. Voilà. Il est allé voir un deuxième agence, et il a rencontré Geoffroy Listé. Alors, Geoffroy, lui… On le connaît. On le connaît, Geoffroy. Geoffroy, lui, alors il a bien noté
dans son logiciel qu'il voulait un appartement T3 de 60 mètres carrés minimum, avec un séjour de 25 mètres carrés minimum, exposé au sud, avec 2 chambres, deuxième étage mini, avec une baignoire, un ascenseur, un parking, une cave, 10 minutes maxi de la gare, proche des commerces et l'école. Malheureusement, il n'avait rien à lui faire voir. Troisième conseiller qu'il a rencontré, Gaël. Gaël, écoutez. Alors Gaël a discuté avec Alain et a noté que Alain cherchait un appartement de 3 pièces avec un séjour de 20 mètres carrés minimum, logeable et très lumineux, une chambre pour les parents et la possibilité d'un bureau pour le télétravail, et une autre chambre pour un enfant qui arrive dans 6 mois. Il faut des rangements, il faut que ce soit à moins de 10 minutes à pied de la gare. Voilà les 3 découvertes qu'ont fait les 3 conseillers. Alors, il y en a une qui est mieux que les autres, je ne vous le cacherai pas, vous avez peut-être déjà senti de mon ton laquelle je préférais. À votre avis, quelles sont les erreurs qui ont été commises lors de ces découvertes? C'est dans Slido là. Hein. C'est dans Slido que maintenant il va falloir que vous répondiez. Quelles erreurs ont été commises par Karine et Geoffroy dans leur découverte? C'est flou. J'ai écouté. Ouais. Quel humour, Christophe. Je sais, je ne se refais pas. Alors, découverte insuffisante. Effectivement, on est d'accord. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui suivent. Hein. Peut-être que vous pensez que les 3 découvertes ont été faites correctement. Donc, la suite vous intéresse beaucoup. Pas de découverte projet, effectivement. Oui. Ah, ça arrive. Pas de budget. Alors là, le budget, par contre, c'est vrai que j'avais éludé le budget pour ne pas rentrer dans le détail. Mais effectivement, normalement, il devrait bien entendu avoir un budget. Je suis d'accord. On voit le manque de contexte, manque de précision, manque le délai, manque d'empathie. Alors dans la découverte, je ne sais pas si on peut voir l'empathie, mais peut-être n'y en a-t-il pas assez. Manque de curiosité, je suis tout à fait d'accord. Propriétaire ou non. Là, ouais, alors j'aurais dû préciser que c'était uniquement sur le bien recherché. Effectivement, il y a d'autres choses. Effectivement, on ne sait pas quel est le parcours immobilier d'Alain, mais ce n'était pas l'objectif de cet exercice. Ne pas connaître le projet, mais on est d'accord que c'est un trou béant. Pas assez de questions. Questions fermées, effectivement, c'est une bonne remarque. Trop de critères pour une des découvertes, on est bien d'accord. Ok, manque d'écoute, sans doute. Sur une ou 2 découvertes, on a un manque d'écoute. Donc là, on voit qu'il y a plein de choses. D'abord, en effet, il y a 2 rubriques. Il y a la rubrique l'humain et la rubrique le bien. Donc, c'était en effet plutôt sur le bien. Et si on voulait essayer de mettre un peu d'ordre ou un peu d'aide, peut-être qu'on pourrait se dire quelles sont les erreurs classiques d'une découverte client, Christophe, de façon à ce que ceux qui démarrent dans ce métier ou qui ne sont pas anciens puissent corriger, apprendre peut-être. Et puis, les plus expérimentés, on le sait très bien aussi, que de temps en temps, on peut oublier un peu ces fondamentaux. Donc, comment tu classerais toi ou comment tu pourrais aider sur les grandes erreurs classiques? Ouais. Alors, je répète, sur le manque de budget, le manque de pas d'informations sur le projet, etc. J'aurais dû le préciser, ce n'était pas l'objectif de cet exercice, mais vous avez raison, ça manque inévitablement. Mais sur ce que recherche Alain, sur le bien lui-même, on va voir les quelques erreurs qui ont été commises dans ces découvertes. Donc, dans les erreurs classiques, la première, c'est d'être, et on l'a vu, trop court, trop superficiel. Vous savez à peu près certaines choses, mais en fait, vous ne savez pas grand-chose. Donc ça, c'est le cas de la découverte de Karine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Alain dit moi, je cherche un appartement de 3 pièces, environ 60 mètres carrés. Autre chose, il faut qu'il soit proche de la gare avec un grand séjour. Autre chose, il faut une chambre assez grande. Très bien, on va partir en visite. Effectivement, ça manque un petit peu de fond. Et surtout, ça manque de précision. C'est-à-dire, proche de la gare, c'est quoi pour lui, c'est quoi pour elle. Grand séjour, qu'est-ce que ça veut dire grand? C'est quoi grand pour Alain? Bien exposé, c'est quoi pour Alain? Une chambre assez grande, c'est quoi pour Alain? Et la deuxième, elle doit être comment? Il nous manque énormément de choses. Donc, on voit que certainement, il y a aussi beaucoup trop de questions fermées. Ça, c'est ce qu'on voit sur la découverte de comment c'était? Geoffroy. Geoffroy, oui. Poser des questions fermées, le client n'exprime que ce que vous voulez bien lui laisser exprimer. C'est-à-dire, si je lui demande, on va le voir avec Geoffroy, vous voulez un ascenseur? Oui. Vous voulez un parking? Oui. Vous voulez des robinets en or? Oui. Vous voulez des jets d'eau? Oui.
Vous voulez les clés de ma voiture? Bah oui. Effectivement, il va nous dire, bah oui, je préfère. Mais est-ce que c'est véritablement quelque chose qui l'anime au fond de lui-même? Non, pas nécessairement. Par contre, qu'est-ce qui l'anime véritablement? J'en sais rien puisque je ne parle que de ces sujets-là. Donc les questions trop fermées n'apportent pas grand-chose sur le client. Et puis, le phénomène de questionnaire, ça c'est le problème de Geoffroy, qui a posé beaucoup de questions fermées et qui a vraisemblablement rempli son questionnaire sur son logiciel de transaction et il a suivi dans l'ordre des critères. Alors, en surface, vous voulez combien? 60 mètres? 60 mètres carrés? OK. En séjour, il vous faut combien? Bah, je sais pas, grand. On dit 25? Allez, 25. Et en expo, vous voulez sud? Ouais. Et combien de chambres? 2. Et quel étage? Bah, je sais pas, pas trop bas. Et bon, on va dire 2 mini. Voilà. Et donc, je vais rentrer, moi, mon objectif est de rentrer des critères dans un logiciel. Donc, le client, lui, ce qu'il va vivre, c'est un interrogatoire, quelque chose d'administratif, et pas une conversation sympathique et orientée sur lui et son projet. Donc, humainement et même techniquement, le résultat de la découverte, il ne sera pas à la hauteur. Et pour cause, si on met tous ces critères-là au même niveau d'égalité, forcément, il n'a absolument rien à lui faire voir à l'arrivée et on n'a pas de bien à visiter. Souvent, dans la recherche du stock, c'est un exercice très classique de prendre tout en compte du client là. Comme tu disais, vous avez bien voulu un garage, oui. Vous voulez un dernier étage, oui. Et d'un stock de 60, on se retrouve avec j'ai rien à présenter. Donc, en effet, ça illustre bien ça. Alors ça, c'est pas mon cas, prendre tout le temps la parole. Non. Le temps de parole, aujourd'hui, non. C'est plutôt moi. Sauf que moi, je suis pas en phase de découverte. Je suis en phase d'expression. C'est très descendant, évidemment, on n'a pas beaucoup d'interaction. Et là, j'essaye pas de découvrir qui vous êtes. Alors, c'est peut-être un peu le problème. J'ai peut-être en face de moi, vous êtes peut-être boucher charcutier ou chirurgien, et tout ce que je vous raconte ne vous intéresse absolument pas, puisque je n'ai fait aucune découverte individuelle avec chacun d'entre vous, ni même collective. Donc, on espère que ça concerne des négociateurs et des conseillers immobiliers. Prendre tout le temps de parole en découverte, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Parce que vous parlez souvent trop et essentiellement de vous, donc du coup. Parce que comme vous ne connaissez pas le client, vous ne pouvez pas parler de lui. Et qui est intéressé par vous? À part vous-même, pas grand monde. Le client, ce qui l'intéresse le plus, c'est lui. Et ce qui vous intéresse le plus, c'est lui également. Donc, le temps de parole en découverte, ça doit être 70-80 pour vous et 20 à 30 pour le client, pas plus. Il faut qu'il parle beaucoup, qu'il se livre et qu'il vous exprime qui il est. La cinquième erreur classique, c'est pendant ma découverte d'embrayer sur un point d'accroche qui m'intéresse, de dire ouh là j'ai quelque chose d'intéressant à dire, et d'embrayer immédiatement sur une vente. Et je commence à argumenter et à vendre quelque chose. Premièrement, je n'ai pas fini ma découverte, donc je ne sais pas bien ce qui l'intéresse en tout. Je vais rater sûrement des choses. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller beaucoup trop vite et puis je vais partir dans la mauvaise direction. Je vais prendre une direction parce qu'il m'a dit un truc et je vais m'accrocher à ça, mais ce n'est pas forcément le truc le plus important dans son projet. Donc qu'est-ce que je vais me prendre? Vous voyez deux petits pictos. En général, le mur. Il va falloir revenir en arrière, refaire une découverte pour refaire une proposition adaptée. Enfin, c'est une perte de temps et d'énergie importante. Après, demander des solutions magiques de closing et de techniques de conclusion, voilà. Comme si ça allait… J'ai beaucoup d'objections. Oui, ouais. Forcément, j'ai beaucoup d'objections. Et le dernier point, on l'a évoqué tout à l'heure, le client que vous avez en face de vous vous émet des souhaits, des besoins, etc. C'est très intéressant, mais est-ce qu'il est seul à acheter et à décider? Si ce n'est pas le cas, il faut prendre en compte tous les décideurs. Parce que le risque, ça c'est, si ça ne vous est pas arrivé, ça va vous arriver un jour. Vous avez un des deux du couple qui visite, vous l'emmenez visiter, il se fait une idée du marché, vous visitez 10, 15 biens, et puis au bout des 15 biens que vous avez visités, il en a retenu 2. Il fait venir l'autre parce qu'il n'a pas trop le temps pour les visites, qui dit ouais, c'est pas mal, mais il faudra en voir d'autres. Et puis de toute façon, il n'y a pas de garage. D'un seul coup, le garage est devenu un critère important. Et oui, parce que vous avez fait la découverte uniquement avec celui pour le garage, pour qui le garage n'avait aucune importance. Donc, bien définir qui sont les décideurs et essayer au maximum de travailler votre rendez-vous commercial tout le long avec tous les décideurs pour être sûr de pouvoir aller dans la bonne direction et pouvoir. Quel type d'outils on a qui pourrait nous aider, alors qu'on soit débutant, moyennement débutant, peut-être plus aguerri, entre guillemets? Est-ce qu'on a des outils qui peuvent nous aider, Christophe? J'espère que oui. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Qu'est-ce que vous utilisez, vous, en fait? C'est la question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, il y a des outils, mais vous, qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour faire une découverte? Alors, je parle d'outils qui peuvent être physiques, qui peuvent être digitaux ou pas, mais qui peuvent être aussi intellectuels ou génétiques. À votre avis, quels outils, ou à votre avis, dans votre pratique quotidienne, quels outils vous utilisez au quotidien pour faire des découvertes?
Et on vous laisse répondre. Et on vous laisse répondre. Les réponses apparaissent normalement, progressivement, en fonction de ce que vous nous remontez. C'est ça. Eh bien, bravo! Quelqu'un qui croit en lui, ça c'est bien, le talent. Effectivement, c'est très utile le talent, mais alors il faut en avoir et sinon ça ne s'achète pas. L'expérience, ouais. Fiche interne. Ça sert aussi. Un bloc-notes découverte. Très bien. Très bien. Un cahier. L'écoute, oui. Le papier crayon mémoire. L'observation. Très bien. Oula, ça va vite. Papier crayon mémoire est bien choisi. Mon instinct. Une fiche découverte. L'expérience perso. La maison de vos rêves. Bonne question. Ouverte. La maison de vos rêves. Une trame. Ouais. Aucun, juste moi-même. Très bien. Bah, moi-même, je suis un outil sur pattes. Un crayon. Le non-verbal. C'est intéressant à observer. Effectivement, on a l'observation, le non-verbal. Tout ça me donne des informations sur le client et sur sa personnalité. Effectivement. La PNL, bravo si vous utilisez la PNL, c'est pas si simple à maîtriser. Un logiciel, un logiciel pour faire la découverte. Et puis la discussion, la pédagogie, le téléphone 20 minutes, d'accord, pourquoi pas. Pokédex. Alors là, Pokédex, j'avoue que je ne sais pas. Ok, on voit qu'il y a plein de choses, quasiment tout. Est-ce qu'on peut mettre un peu d'ordre, j'en sais rien, mais est-ce qu'on peut un peu structurer ça en disant, bon, ok, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Merci de répondre avec par centaines là, sur tous ces nuages de mots qui apparaissent, parce qu'en effet, ça nous éclaire, ça nous conforte dans ce qui est préparé par la suite et dans ce qu'on vient de vous dire. Mais il y a des outils classiques, il y a des outils différenciants. Tu as parlé de plein de choses, Christophe. Alors, on va rester très synthétique. Hein. Pour démarrer. Ouais. Effectivement, alors, il y a tout ce qui est, effectivement, on l'a entendu, on l'a vu plutôt, tout ce qui est savoir-être, mon talent, mon empathie, la PNL, l'écoute, l'observation du client, sont des outils énormes. Voilà. Sauf que, bon, ça, c'est plus difficile à maîtriser. On va rester sur des choses basiques et les plus simples. Les outils de questionnement d'abord. Et on se dit, bien sûr, tout le monde connaît les questions, tout le monde s'est posé des questions, c'est une évidence. Pour autant, il y a plusieurs types de questions qu'on pose différemment au fur et à mesure de la découverte. Je vous donne une petite astuce. Alors, s'il te plaît. D'abord, je vais commencer par des questions ouvertes. Plusieurs questions ouvertes sur un sujet. Que cherchez-vous? Comment vous voyez les choses? Et pourquoi? Et comment ça se passe? C'est-à-dire, toutes ces questions qui vont permettre au client d'exprimer les choses telles qu'il les pense. Mais souvent de manière plutôt vague, je veux un grand appartement, je veux que ce soit proche de la gare, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il va s'exprimer comme on parle verbalement, mais pas précisément. Ce qui fait qu'une fois qu'on aura posé ces questions ouvertes pour avoir une idée du sujet, on va creuser ensuite par des questions qu'on appelle investigatrices pour aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire, vous m'avez dit plusieurs agences, combien en avez-vous vu? C'est en vente depuis longtemps, c'est-à-dire depuis quand? Quel type de service vous a-t-on proposé? Et là, on va rentrer dans un niveau de détail. Donc là aussi, plusieurs questions investigatrices. On est plutôt dans les quand, combien, pourquoi, c'est-à-dire. Et une fois qu'on a bien fait le tour du sujet de manière globale et qu'on a creusé avec ces questions-là, le troisième type de question, en poser une, de préférence, une reformulatrice, pour être bien sûr d'avoir bien compris ce que dit le client et de lui faire comprendre qu'on a bien compris. Donc, si je comprends bien, ce que vous souhaitez, c'est bien pouvoir déménager avant la rentrée scolaire et que vos enfants commencent l'école, dans leur nouvelle école, dès le mois de septembre. Oui. Et pour ça, il m'a dit des tas de choses dans tous les sens. Je recentre sur l'essentiel. Est-ce que l'essentiel, c'est bien ça, monsieur le client? J'ai un oui qui va me permettre de pouvoir continuer, de passer au sujet suivant, de reposer des questions ouvertes, investigatrices et reformuler à la fin. La reformulation est un outil énorme en découverte. Pour éviter les raccourcis, je pense qu'il m'a dit ça, donc je crois que je vais vérifier à chaque fois que ce que je pense avoir compris est véritablement ce qu'il voulait me dire et ce qu'il pense lui. Le deuxième type d'outil, alors entendu, j'utilise moi-même mon corps. Oui, mes organes sensoriels, je suis un outil. Mes oreilles sont des outils. Et comme on voit symbolisé sur cette image, les oreilles sont beaucoup plus grandes que le reste.
l'essentiel de mes organes sensoriels vont être les oreilles en découverte. Parce que je vais ouvrir la bouche pour parler peu, poser des questions. Et ce qui va être important, ça va être d'écouter attentivement les réponses, d'écouter activement les réponses et de réfléchir à la question suivante, à ce que ça peut me rapporter, à ce que ça veut dire dans ma proposition, vers où je dois aller par rapport à ce qu'il vient de me dire, et à fournir les armes, entre guillemets, que je vais utiliser lorsque je vais avoir ma vente à faire de prix, de mandat ou de biens immobiliers, dans la visite notamment. Donc le temps de parole, on voit qu'il est résolument pour le client. Et puis, dernier outil, ça on l'a vu aussi, un carnet de notes, un formulaire, je ne sais plus, je suis le Kaboulox, je ne sais plus ce qu'un d'entre vous a utilisé, je ne connais pas cet outil-là. Tu es sûr de formulaire papier à l'heure du digital, Christophe? C'est une excellente question. Alors c'est vrai que j'ai vu l'ordinateur. On a vu tout à l'heure, c'était une illustration de la découverte de Geoffroy, je crois, qui a posé tout un tas de questions. Ce qu'a fait Geoffroy, c'est qu'il a renseigné parfaitement son formulaire dans l'ordinateur. Ça occasionne très souvent le fait que j'ai les yeux sur l'écran et le clavier pendant que le client parle. Il me dit un truc, attendez parce que je note. Il me dit attendez parce que je note. Sauf si même si vous êtes très efficace, il est plutôt lui à la sécurité sociale qu'avec son agent immobilier préféré. D'autre part, on voit que les questions que vous posez, si vous suivez votre formulaire informatique, les questions que vous posez sont très techniques et on est en train de faire un interrogatoire dans l'ordre chronologique de mon formulaire. Et puis, vous pouvez aussi penser qu'il est préférable de faire ça sur écran directement pour éviter la double saisie. C'est vrai, c'est mieux, mais ce n'est pas forcément aussi simple que ça. Il y a aussi la possibilité d'écrire au stylet sur l'écran. Très franchement, aujourd'hui, la technologie qui est à notre portée, même avec Windows, même avec des iPads formidables, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ça nécessite une grande maîtrise de cette manière d'écrire, parce qu'on n'écrit pas du tout sur un écran tactile, en vert, comme on écrit sur du papier avec un crayon. Donc moi, pour avoir travaillé sur la digitalisation du métier d'agent immobilier, j'ai quasiment tout digitalisé. La seule chose qui est très difficile de digitaliser, c'est la découverte. En revanche, ce que vous pouvez faire, je vous ai parlé de reformulation, c'est remplir votre formulaire, prendre vos notes sur papier pendant que le client vous parle, en étant vraiment concentré sur le client. Et une fois que vous avez fini, reformuler tous les points importants des 3P dans votre logiciel en disant au client, maintenant, on va faire la synthèse pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, ce que vous voulez, c'est ça votre délai, c'est ça votre budget, c'est ça votre projet. Et ça, là, pendant ce temps-là, on peut éventuellement noter des choses synthétiques. On ne fait pas de la prose pendant 2 heures sur le clavier avec le client en face qui attend qu'on ait fini de taper. C'est pas une bonne relation commerciale qu'on a quand on est les yeux sur l'écran et sur le clavier. Donc, un formulaire papier pour prendre des notes, rien oublier. En plus, si le formulaire il est bien fait, et ça, dans les logiciels immobiliers, c'est pas forcément très bien fait. Qu'est-ce qui se passe c'est pas forcément très bien fait. Donc là, vous allez réaliser votre formulaire papier tel que doit être votre découverte à l'arrivée. Donc d'abord, on va prendre les informations sur le profil, on va mettre en haut du formulaire. Donc les coordonnées, évidemment, son profil Facebook, son profil LinkedIn, son profil Instagram, et puis des informations sur sa personnalité. Donc les Soncast pour ceux qui connaissent, le disque, les 4 couleurs. Sur le Soncast, si on peut dire un truc, parce que sur notre chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver plein d'interventions qu'on a fait sur en fait ces motivations d'achat du client. Vous savez, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Donc c'est très important, même si c'est très classique. Et puis le disque, cette grille d'analyse entre guillemets sur les types de personnalités. Et on peut même combiner les deux, c'est-à-dire regarder en quoi les motivations d'achat, je les retrouve dans les personnalités du disque et faire son argumentation ensuite plutôt sur mesure. Juste, je termine sur un truc, c'est que au fur et à mesure que je t'entends, Christophe, on est bien sûr sur le formulaire papier et je partage totalement ce que tu viens de dire. C'est vrai que nous, chez Meilleurs Agents Se Loger, on a une partie des découvertes qu'on fait avec nos clients qui se font directement sur l'outil digital parce que nous sommes au téléphone et nous ne sommes pas en présentiel. Donc, le contact visuel, le body language, etc. n'a pas lieu, ou pas trop en tout cas dans le téléphone. Oui. Donc, quand on est sur des plateaux d'appel, entre guillemets, on peut être peut-être un peu plus sur des prises de notes digitales. Quand on est en présentiel, je partage totalement ce que tu dis sur ce point, quoi.
Donc, pour finir sur le profil, on a bien sûr les informations, on l'a évoqué tout à l'heure, sur son environnement personnel et son environnement professionnel. Donc, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il a des enfants, quels sont ses hobbies, sa profession, son lieu de travail, le transport dont il a besoin. Le parcours ensuite, donc là, on va faire deux grandes parties qui vont être son expérience immobilière passée et celle présente, son projet actuel. Et là, à chaque fois, ce qu'il pense des différents modes immobiliers, toujours des faits précis, chiffrés, etc. Et puis ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, son opinion sur la question. Et puis pour finir, sur son projet, on va voir là aussi deux grandes familles, son projet d'achat et son projet de vente. Il y en a en général souvent deux qui sont liés. Donc les besoins, les envies, les contraintes, les enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure. Pourquoi, pour quand, combien. Et la différence avec l'achat et la vente, c'est bien sûr un plan de financement pour savoir exactement jusqu'où il peut aller réellement en termes de financement. Si vous rangez ce formulaire-là comme ça, avec des cases pré-notées sur les titres, vous pouvez prendre des notes et retrouver facilement les informations sur le client. Puis après, vous le scannez, vous le mettez dans votre logiciel et vous pouvez vous y référer par la suite. Parfait. Quand faire sa découverte ou ses découvertes? En fait, il n'y a pas vraiment de moment unique pour la découverte. Bien sûr, dès le début d'un rendez-vous, au minimum, il faut faire une découverte complète, mais elle commence avant le rendez-vous, à la prise de rendez-vous. Dès mon premier contact avec le client, il ne faut pas hésiter à commencer la découverte, s'il a le temps et que vous avez le temps, et à commencer à encore une fois, avoir le maximum d'informations pour préparer au mieux votre premier rendez-vous. Ça, il n'y a pas de bon moment, on va dire. Et tu vois, Christophe, là, c'est dans le cas du professionnel de l'immobilier, dans cette posture que toi, tu représentes aujourd'hui. Dans notre posture, nous, digitale, sur Meilleurs Agents SELG, mais sur Meilleurs Agents notamment, nous sommes 6 mois avant ce rendez-vous, au moins 6 mois. On a déjà plein d'éléments de prédécouverte qu'on va vous renvoyer parce que le client est en train de se renseigner sur quelles sont les bonnes informations pour mettre en vente, quels sont les bons prix du marché, quel est le professionnel que je vais choisir. Et tout ce qui est invisible là de vous, eh ben nous, en tout cas pour ceux qui sont clients chez nous, vous avez l'ensemble de ces informations ou une partie des informations qu'on vous envoie et qui vous permettent d'ailleurs, même avant le rendez-vous ou aux prémices du contact avec vos clients, d'avoir déjà un peu d'éléments entre guillemets. Et pendant, on l'a vu aussi. Je rebondis parce qu'on veut garder un peu de temps pour les questions-réponses, mais bien sûr que la pandémie a accéléré aussi, bien qu'on soit très dans les éléments de découverte sur encore de l'humain, du présentiel, il y a quand même quelque chose qui est apparu et qui se développe, qui est apparu fortement pendant la pandémie, qui était aussi présent avant, mais qui sont notamment pour les acheteurs des découvertes virtuelles ou des visites guidées qui peuvent aider. Alors, à plein de raisons, hein, ça dépend si on se met sur de l'immobilier professionnel ou de locaux commerciaux ou de l'immobilier d'habitation, mais pour l'immobilier d'habitation, ça marche très bien aussi sur le côté je vais commencer peut-être, ou après une première approche au téléphone, une première approche de découverte au téléphone ou de pré-découverte, je vais pouvoir peut-être affiner dans une visite virtuelle guidée avec mon client et ainsi me recentrer pour peut-être aller visiter ce bien-là et entériner une affaire ou peut-être complètement changer d'optique. Et pour certains, ça joue plein de rôles. Je pense toujours aux exemples des gens qui sont en plein hiver à Font-Romeu, qui ont beaucoup de kilomètres à faire, etc. et qui parfois bien utilisés, si je fais les fondamentaux de la découverte avant, me permettent de gagner du temps, d'être efficace et aussi ce que le client aujourd'hui attend comme type d'outil quand c'est possible en tout cas. Et c'est vrai que faire des visites, alors qu'elles soient virtuelles ou réelles, ça nous donne, moi et mon client, un référentiel commun sur ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Ça permet de préciser et de faire réagir, là non pas sur des choses imaginaires, mais sur des biens réels et d'avoir des éléments qui se rapprochent plus de ce qu'on trouve en vrai sur le marché. Donc bien sûr, cette découverte, elle évolue au fur et à mesure des visites, qu'elles soient virtuelles ou réelles. Et quand tu dis découverte, donc c'est là où on met un S, parce que évidemment, tu as dit avant, tu as dit pendant, et puis là on enchaînait sur les visites guidées, mais peu importe, ou les premiers rendez-vous, où on a en effet un référentiel commun et on découvre plein de choses. C'est après, et puis c'est même après, parce qu'en fait, il y a un début de découverte, et puis la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et on s'aperçoit aussi que finalement, et il faut en avoir conscience, et des fois quand on démarre dans ces professions, on prend tout pour argent comptant, et on fixe les choses, ou on fixe son client dans une case, alors qu'en fait, si on prenait cette courbe avec un état émotionnel du client qui change et une courbe du temps, on pourrait très bien se dire que le client que je rencontre, imaginons que ce soit un primo-accédant ou un primo-vendeur, on voit bien qu'au début, tout va bien, il a même des velléités de vendre par lui-même en pensant que passer une annonce et vendre un bien, c'est simple. Et puis, ils sont 60-70% quand même à penser ça au départ. Et pourtant, on retrouve 70% des ventes, un petit peu moins, qui se font par un professionnel. Ça veut bien dire qu'il se passe des choses qui sont la réalité de la découverte du marché, des complications,
Et puis, vous avez vu, là, j'arrive dans ma phase 2, où maintenant, j'ai toujours l'information, mais je ne suis plus dans cet optimisme parce qu'il y a des contraintes qui sont arrivées, que je sois acheteur ou vendeur. Et puis, il y a même des phases un peu délicates où je vais devoir passer, avant de passer par des phases d'acceptation d'ailleurs, par des phases un peu dites de vallée du désespoir, pour enfin accepter, si mon projet en tout cas est d'actualité et que j'ai le temps de prendre conscience et que le professionnel de l'immobilier m'aide à ça d'ailleurs, à nouveau rebondir peut-être sur un autre type d'achat, de changer mon fusil d'épaule en pensant travailler en mandat simple et finalement travailler en mandat exclusif, puis en me mettant au prix du marché. Tout ça, là, c'est très évolutif. La seule constante, c'est le changement. Mon client, c'est plein de changements au fur et à mesure. C'est bien ça, non? Ah oui, je suis complètement On n'est d'accord pas avec sur les clients, puis on va garder les questions. Par contre, Gabriel, il nous faut du bruit, les gens autour de nous. Il faudrait aller leur dire que tout de suite, là, maintenant, qu'ils fassent juste un petit peu moins la cour de récréation, de bruit. il y a un peu de Voilà. donc, en conclusion, j'espère que vous avez compris que la découverte permet énormément de choses intéressantes. La première des choses, c'est que ça permet de parler la même langue que le client. Donc, on va être sur la même longueur d'onde, on va se comprendre mutuellement. Deux, je suis apprécié pour mon écoute, l'intérêt que je lui porte, je vous disais tout à l'heure. Je sais plutôt que je pense que j'ai des certitudes qui s'appuient sur des fondations solides. Ça me permet de hiérarchiser véritablement ses besoins et ses envies et de ne pas les considérer de la même manière. Et puis, d'anticiper ou de désamorcer les objections potentielles. Si je sais qu'il a vécu ça, je sais qu'il va vraisemblablement parler de ce sujet-là et qu'on va s'accrocher là-dessus. Anticipons et je suis venu avec les armes pour le convaincre sur ce point-là particulièrement. Et puis, évidemment, ça me permet de connaître les quelques arguments clés qui vont permettre de convaincre lui. Je ne vais pas argumenter, je ne vais pas vider tous les rayons du supermarché pour les mettre dans son caddie. Je vais mettre dans son caddie uniquement les choses dont il a besoin et qui vont faire qu'il va se passer à la caisse avec un grand sourire grâce à moi. Est-ce qu'on a quelques questions qui remontent? Je ne sais pas, mais en tout cas, que souhaitez-vous vous mettre en place ce qu'on appelle de l'intention à l'action? C'est-à-dire que là, où vous en soyez d'ailleurs dans votre parcours de professionnel de l'immobilier, eh bien, vous avez vu que là, un grand éléphant se dessine, puisqu'il y a plein de choses à mettre en place sur quelque chose qui paraissait simple au départ, qui est une découverte. On s'aperçoit que c'est un art que certains appellent d'ailleurs la questiologie. J'ai trouvé ce terme et quelques intervenants qui m'ont fait sourire. Mais il y avait Socrate chez les Grecs quand même, qu'on appelle la maïeutique, que vous retrouverez aussi, qui est l'art de poser des questions et de faire accoucher des solutions par le client lui-même. C'est pour ça qu'on voit bien la différence d'ailleurs sur un métier où vous avez un chiffre d'affaires qui est sans limite si vous le décidez, où c'est vraiment de l'ordre de l'artistique une fois qu'on a bien travaillé, où vous voyez bien qu'il y a des commerciaux dans n'importe quel métier d'ailleurs qui, par l'art de poser les questions, qui savent reformuler, qui savent être avec, eh ben, ils ne font pas le même métier que beaucoup d'autres. Parce que c'est vraiment un grand talent de pouvoir mener toutes ces choses qui paraissent simples au départ. On a vu QQC occupé, on a vu le son casse, on a vu le disque, on a vu l'empathie, l'écoute, la prise de notes. On ne se rend pas compte qu'à un moment donné, en direct, en live avec un client, tout ça, ça demande du travail, du training. Donc, par quoi vous allez démarrer, vous? Aller boire un verre, oui, bonne idée, ça se fait aussi, avant, pendant, après, on verra. Des goodies, c'est un moyen, un élément. Ok, une remise en question, oui. Et rappelez-vous, hein, des fois, quand on met un grand sujet comme ça sur la table, bien que je ne doute pas que vous ayez un grand niveau et beaucoup de motivation, on peut se dire, je commence par une petite chose, parce que ce grand éléphant qui est, je dois tout savoir faire, et ben peut-être qu'il peut être des fois un peu déceptif ou de se dire, oh, je m'attaque à une montagne, je n'avais pas pris conscience qu'il faut maîtriser l'art du questionnement, le body language, le son casse, le disque, la prise de notes, etc., etc. Donc, démarrer par un truc à modifier pour ceux qui souhaitent modifier des choses. Pour ceux pour qui tout va bien, continuez à ce que tout aille bien, entre guillemets. Mais prenez un élément ou deux, et puis ça demande de l'entraînement souvent, parce que les choses ne se gagnent pas comme ça du premier coup. Mais c'est très intéressant. Moi, j'écoute des commerciaux qui sont plutôt au téléphone. J'en accompagne un peu chez nos clients professionnels de l'immobilier. Christophe en accompagne tout le temps et tous les jours chez les professionnels de l'immobilier. Et c'est très intéressant la différence le différent de perçu entre le commercial qui pense savoir faire une découverte, ce qu'il en est réellement quand on peut l'auditer et lui renvoyer un certain nombre de choses, et surtout quand on a en plus le client à côté qu'on peut interroger sur quel est ton perçu de ce que le commercial ou le conseiller a voulu te faire passer comme message. On a parfois vraiment trois univers totalement différents sur quelque chose qui paraissait simple et en réalité
qui n'est pas si simple que ça. Mais une fois que vous maîtrisez ces outils de découverte, sincèrement, hein, l'argumentation et votre offre, bah, vous allez l'avoir. Les biens à vendre et les services pour vendre votre mandat exclusif, vous allez les avoir. Donc ça, c'est pas le plus complexe. Après, il vous restera, on l'a vu nous en amont, peut-être à maîtriser de traitement d'objection ou de technique de conclusion, mais c'est tellement le plus essentiel là-dedans, Christophe. Donc, regarde ce nuage de mots, qu'est-ce qui t'évoque, toi, sur cette conclusion? Bah, c'est très positif. On voit que chacun a choisi de tirer une corde différente. Moi, je vous dirais, pour vous aider, hein, globalement, sur tout ce qu'on vient de dire, soyez curieux et centré sur le client. En fait, c'est ça. On a toujours, c'est une tendance lourde chez les commerciaux en général, hein, qu'ils soient conseillers immobiliers ou pas, à vouloir être dans la vente, dans l'argumentation le plus vite possible. Et je dirais que le plus vite possible, ce n'est pas forcément le bon moment. Donc, soyez curieux des clients, intéressez-vous aux clients d'abord, à lui. Vous allez vous le mettre dans la poche déjà naturellement de par le climat que vous avez instauré, et vous en saurez tellement sur lui que ce sera naturel de travailler avec vous, ce sera naturel que vous lui proposiez un produit de la manière qu'il attend, et vous aurez beaucoup plus de réussite rien qu'en étant juste aux aguets et intéressé par la personne humaine que vous avez en face de vous. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Exactement. Bien sûr, Christophe, merci beaucoup pour de s'être attaqué à cet épisode que personne ne voulait attaquer vraiment, parce que la découverte, c'est simple et en réalité très complexe aussi, très complexe peut-être en 45 minutes. En tout cas, si vous souhaitez poursuivre avec Christophe, qui est coach indépendant aujourd'hui, bah, vous avez ses coordonnées, puis vous recevrez de toute manière un email et puis un replay de ce webinaire. Donc Christophe, voilà, vous savez où le trouver maintenant. Nous, vous savez aussi où nous trouver. Et puis, en cadeau, les 3 premiers participants qui s'abonnent au compte Instagram de Meilleurs Agents maintenant gagneront un audit personnalisé par Christophe. Donc, il y a 3 participants qui vont pouvoir aller plus loin dans ces outils de découverte techniques, sensoriels, physiques, digitaux et tout ça. Donc, les 3 premiers qui s'abonnent au compte Meilleurs Agents gagnent un audit personnalisé et on vous enverra l'invitation et le lien pour bénéficier de cet audit avec Christophe. Merci de nous renseigner si vous êtes satisfait de ce webinaire et toujours de nous dire qu'est-ce que vous vouliez traiter comme sujet, est-ce que vous voulez l'approfondir, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous voulez la prochaine fois, de manière à ce qu'on puisse savoir et essayer de faire des choses sur mesure qui servent à quoi? À ce que vous soyez mieux avec vos clients, que vous gagnez mieux encore votre vie, que vous ayez plus de confort psychologique, que vous gagniez des parts de marché, que vous n'en perdiez pas. Et tout ça, on le fait aussi avec cet objectif pour l'ensemble de la profession des professionnels de l'immobilier qui est, il y a encore 35% des parts de marché qui sont détenues par le particulier, c'est-à-dire qu'on ne fait pas assez la différence. Comment on va les conquérir, conserver ces parts de marché, puis conquérir les 350 ou 400 000 transactions qui nous échappent encore. Alors peut-être que la découverte peut aider, si on s'intéresse un peu mieux, un peu plus à son client, à remporter les marchés à chaque fois et à s'enrichir financièrement, intellectuellement et à prendre du plaisir dans ce métier. Donc, on voulait vous remercier. Merci pour vos réponses. En tout cas, nous, on a fait de notre mieux, on a mis notre cœur et puis voilà, notre âme. Et puis, bien sûr, on reste à votre disposition. Tout ce qui peut vous aider comme produits et services avec Meilleurs Agents et le groupe Se Loger qui aide dans vos découvertes et qui aide à conclure des affaires. Et puis, bien sûr, avec Christophe, qui est évidemment disponible pour ceux qui veulent approfondir, travailler différemment. Et nous, vous savez où nous trouver. Hein. On est là et on est à votre disposition, que ce soit au téléphone avec vos conseillers pour ceux qui sont déjà clients et avec les prospects, bien sûr, pour découvrir nos services, puisque ce n'était pas l'objet ici de vous présenter l'ensemble, évidemment, de notre gamme et de nos nouveautés. Donc, merci beaucoup. Et eh bien, on vous dit à très bientôt. Ouais, merci Christophe, en tout cas. Et alors, je te remercie également de nous avoir reçus, de m'avoir reçu. À bientôt. Merci. À bientôt à tous. Au revoir.